Bonjour. Après avoir abordé la dernière fois le concept de droit dans le cadre de ce propos introductif du cours de droit des télécommunications, nous allons rappeler la définition conceptuelle des télécommunications, restant convaincus que les apprenants de cette matière se sont déjà familiarisés avec ce concept. La répétition étant l'âme de l'enseignement, il ne nous paraît pas superfétatoire de revenir sur la précision de ce concept de télécommunication. Nous, les juristes, lorsque nous définissons un concept, nous préférons interroger d'abord les règles de droit positif. Nous allons chercher dans les règles de droit positif internationales pour définir ce que c'est que les télécommunications. Dans la Convention de Melbourne de 1968 des télécommunications, l'article 1er définit les télécommunications comme étant toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d'écrits ou d'images, de renseignements de toute nature, par fil, radioélectrique, optique ou autre système électromagnétique. Cette définition donc des télécommunications qui a prévalu a connu aujourd'hui une évolution du fait de la pratique, parce que dans les textes de l'UIT, on parle maintenant de télécommunications barre TIC ou /TIC. Cependant, il faut relever que d'autres textes dans d'autres régions ont défini d'autres concepts qu'on appelle communication électronique. C'est le cas de l'Europe. Ce concept, on le voit parfois même dans certains textes de droit positif en Afrique. C'est le cas du Code des communications du Burkina. C'est le cas du Code des communications électroniques du Bénin. Mais on peut définir les communications par voie électronique comme étant tout procédé par lequel on met à disposition du public ou à une catégorie de public tout signe, signaux, d'écrit ou d'image de renseignement de toute nature par fil, radioélectrique, optique ou autre système électromagnétique. À côté de cette précision sur le concept de communication par voie électronique, il y a lieu de préciser la définition de TIC, technologie de l'information et de la communication. Les TIC sont définis comme étant tout support de transmission, d'émission ou réception de signaux, y compris les supports de télécommunication. Donc, si les TIC met en exergue le support, les communications par voie électronique met en exergue le procédé, on peut retenir donc que les communications électroniques peuvent s'appuyer sur des supports de technologie d'information et de la communication. Mais aujourd'hui, l'environnement du secteur est tel qu'est née une nouvelle économie que dans ses débuts, on désignait sous le vocable de l'économie de l'information, et aujourd'hui, on l'appelle l'économie numérique. L'économie numérique, c'est l'ensemble des activités économiques classiques qui se déroulent dans l'espace matériel et qui se voient du coup converger dans le cyberespace. C'est le cas de l'activité de l'audiovisuel dans le cyberespace, c'est le cas de l'activité du e-commerce ou commerce en ligne, c'est le cas de l'activité de l'accès aux droits des propriétés intellectuelles, c'est le cas des activités des services financiers dans les plateformes de technologie de l'information et de la communication, et j'en passe. C'est dire donc que apprécier le droit des télécommunications mérite qu'on revisite l'essentiel de ces normes, tester leur efficacité par rapport à cette évolution historique du secteur. Parlons d'histoire de ce secteur, parce que, comme disait le président Abdou Diouf en 1998 à l'ASC Tennogal de Kolda, un peuple qui ne connaît pas son histoire s'expose effectivement à l'enracinement. Pour éviter cet enracinement juridique de notre environnement de télécommunications, il nous paraît essentiel de rappeler le contexte historique dans lequel les télécommunications ont pénétré l'Afrique. C'est le lieu de rappeler que les télécommunications nous sont arrivées avec la colonisation. La colonisation était une pratique observée par les Européens en vue d'utiliser l'Afrique comme étant les débouchés pour la nouvelle industrie, ou bien
effectivement utiliser l'Afrique pour offrir des matières premières. Cette colonisation a été l'occasion de nous rapporter ce que l'on appelle les télécommunications. Les télécommunications étaient prédestinées à connecter les zones qu'on appelait les zones utiles pour asseoir la communication au sein de l'administration coloniale. C'est pourquoi les zones qui étaient connectées étaient désignées les zones utiles dans l'Afrique de l'Ouest. Mais chemin faisant, après les indépendances, les chefs d'État africains ont mis en place des offices des postes et des télécommunications. Ces offices des postes et des télécommunications avaient en charge l'offre de services publics de télécommunications. Jusqu'à ce que souffla le vent de la libéralisation vers les années 1996. Pour rappel, la libéralisation consiste à transformer un environnement qui était monopolistique, caractérisé par la présence d'un seul acteur, en un environnement pluri-acteur où il y a la concurrence. Cette libéralisation était dictée par les institutions de Bretton Woods à la suite des échecs des plans d'ajustement structurel, à la suite des échecs qui ont été constatés dans le cadre de la gestion du service public. De ce fait donc, certains pays ont commencé par privatiser leurs opérateurs historiques, d'autres ont tout bonnement ouvert le secteur à la concurrence. Dans le cas du Sénégal, il faudrait relever, c'est en 1996 qu'on a adopté la loi sur la libéralisation. Après cette loi, le Sénégal va procéder à la privatisation de Sonatel en 1997, avant de vendre la seconde licence GSM à Sentel et mettre en place l'organe de régulation en 2001. Ce secteur donc sera soumis à la régulation en 2001. L'essentiel des secteurs de télécommunications de nos pays sont aujourd'hui sous le champ de la régulation. La régulation, il faudrait rappeler, c'est une activité qui consiste à rechercher l'équilibre dans un secteur qui ne peut pas le chercher de par ses propres forces. Il faudrait rappeler que l'activité de régulation consiste à procéder à la correction des défaillances du marché. Avant d'être une réalité juridique, c'est le lieu de noter que la régulation a d'abord été une réalité économique. Si nous interrogeons la pensée de l'économie publique traditionnelle, portée par Colbert et Samuelson, l'État devrait assurer l'élaboration des politiques, la planification et leur mise en œuvre. Mais cette logique de l'économie publique traditionnelle qui consistait à faire intervenir l'État a été battue en brèche avec l'économie libérale portée par Adam Smith. Adam Smith a considéré que l'État ne devrait pas intervenir dans le secteur marchand, mais devrait se limiter dans le secteur non rentable. Et cette théorie a été relayée par une autre théorie de l'économie publique industrielle parlée par J. Sigler. Sigler a considéré que l'État, s'il intervient dans ce secteur-là, en procédant par la réglementation, il y a des risques non seulement d'asymétrie d'information, il y a aussi des risques de capture de la régulation. L'asymétrie d'information, c'est le fait qu'il y a une incohérence de l'information entre deux acteurs qui sont protagonistes. L'un est sous-informé, l'autre est plus informé. Tandis que la capture de la réglementation consiste à une forme d'achat de la réglementation par les puissances privées économiques. À l'appui de ces arguments, Sigler a considéré que l'industrie des télécommunications est marquée par la présence des acteurs qui connaissent la matière mieux que ceux qui sont des fonctionnaires au niveau de politique. Donc, du coup, il y a une asymétrie d'information en faveur des techniciens de l'industrie. Et ceux qui sont censés réglementer, étant sous-informés, risquent de prendre une réglementation inadaptée par rapport à ces secteurs. L'autre que relève Sigler, c'est la capture de la réglementation. Parce que les secteurs régulés sont caractérisés par la présence d'entreprises privées qui ont les moyens financiers, tandis que l'État a besoin de ces capitaux pour faire face aux défis du développement. Étant entendu que ces puissances privées sont prêtes à mettre à la disposition de l'État des capitaux, mais en contrepartie qu'on leur reste leur situation de rente. Autrement dit, qu'on n'ouvre pas ces secteurs-là à la concurrence.
Voilà, c'est le risque que Justigle a relevé pour contester l'interventionnisme de l'État. Mais ces positions n'ont pas été acceptées par d'autres qui ont tout de même soutenu que l'État doit intervenir, ne serait-ce que pour protéger l'ordre public. C'est le cas de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes a considéré que l'État doit intervenir pour effectivement assurer le contrôle de l'ordre public. C'est ce qu'on appelle l'intervention de l'État. Devant cette bataille juridique et économique entre les tenants de l'économie traditionnelle et de l'économie publique industrielle, d'une part, et surgit une nouvelle école de la pensée économique qui est l'économie de la régulation ou l'économie moderne, portée par Jean-Jacques Lafont. Lafont considère que l'État doit certes définir la politique, mais ne doit pas assurer la régulation comme il l'assure de manière classique. Il faudrait que la régulation soit assurée par des organes de régulation indépendants. Ces organes seront assumés par des fonctionnaires qui seront recrutés dans le secteur selon des procédures qui leur permettent d'avoir une légitimité scientifique, ce qui permettra d'éviter l'asymétrie d'information. Mais aussi, pour éviter la capture, il faudrait que la régulation ne soit pas assurée par des personnes qui ont un mandat électif, mais par des personnes qui sont nommées et qui ont un mandat durant lequel ils peuvent exercer ce qu'on appelle le devoir d'ingratitude devant l'autorité politique qui leur aurait nommé. Autrement dit, qu'on leur rend inamovible dans l'exercice de leurs fonctions, qu'on ne peut pas les démettre du fait de leur opinion, mais aussi qu'on ne peut pas les démettre durant leur mandat, sauf en cas de faute d'ordre. Voilà les garanties qu'a proposé Lafont pour que la régulation soit assurée sur le plan économique. C'est pour vous dire que la régulation donc est d'abord une réalité économique avant d'être juridique. C'est dans ce siège que certains juristes comme Anne-Marie Fiston-Roche, fondateur du Master de Sciences Po Paris, a considéré que la régulation se distingue de la réglementation. La réglementation est un instrument disponible, tandis que la régulation est les mécanismes d'intervention dans ces secteurs qui étaient classiquement caractérisés par le monopole et qu'on transforme en des secteurs concurrentiels. D'autres, comme Jean-Jacques Lachaume, ont considéré que la régulation n'est rien d'autre qu'une technique de droit économique qui consiste à encadrer un environnement économique de manière juridique. D'autres ont soutenu, comme Pliot, que la régulation consiste à chercher l'équilibre, et cet équilibre-là est trouvé dans l'état de concurrence. Marie-Jeanne Campana résumera la régulation ainsi que suit. Elle dit que c'est un appareillage juridique qui permet de créer l'équilibre dans un secteur qui ne peut pas le créer de par les profits. Maintenir aussi cet équilibre. Et lorsque cet équilibre est rompu, que le régulateur procède à rétablir l'équilibre. C'est pourquoi nous avons coutume de distinguer dans le cadre de ce que l'on appelle la régulation ex ante et la régulation ex post. Aborder ces propos conceptuels vous permettre de vous rendre compte sur les enjeux de ce droit de la régulation, ce droit aussi des télécommunications. Nous allons aborder ce droit des télécommunications à l'aune de la pratique de la régulation qui gouverne ces secteurs, mais aussi à l'aune des défis nouveaux qui challengent ce secteur des télécommunications. Ce secteur qui est caractérisé aujourd'hui par sa dimension de carrefour qui permettent de mettre en relation des clients avec des acteurs du secteur banquier, des clients avec des acteurs du secteur de l'audiovisuel, des clients avec ceux qui font de la prestation intellectuelle. C'est à l'aune de ces éléments que nous allons d'abord présenter la cartographie de la réglementation actuelle des télécommunications, mais aussi présenter le cadre institutionnel, autrement dit les institutions qui ont à charge la gouvernance du secteur des télécommunications. Notre cadre de référence sera le Sénégal, mais nous ferons le plaisir d'analyser en droit comparé avec les autres pays, étant entendu que c'est relativement les mêmes modèles.
Ainsi, nous allons aborder en chapitre préliminaire le cadre institutionnel de la régulation des télécommunications. Après ce cadre institutionnel, nous allons voir ensemble le cadre normatif, c'est-à-dire les normes qui sont applicables à la régulation des télécommunications. Ces deux aspects composent le juridique. Le juridique est composé par les institutions et les normes, autrement dit les organes et les normes. Après avoir présenté maintenant les organes et les règles, nous allons aborder en chapitre 3 les mécanismes de régulation ex ante. Comment le régulateur intervient en amont, avant de voir en chapitre 3 les mécanismes de régulation ex post. Comment le régulateur intervient a posteriori. Après cela, il nous plaira maintenant d'apprécier comment l'activité du régulateur des télécommunications est contrôlée, étant entendu que ce contrôle est assuré sur le plan juridictionnel par le juge. Voilà, mes chers collègues, les différents points que nous allons voir durant ce voyage que vous allez apprécier en droit des télécommunications.